Tu te dis déjà pas mal de choses hein, sur la question. On va prendre les choses différemment. D'une part, parce qu'on va traiter de la question à l'échelle française. J'attends peut-être que les diapositives arrivent. Et d'ailleurs, en fait, on va sauter les premières parce que les premières étaient consacrées à justement une mise en bouche européenne, si on peut dire, avec les 8 pays où l'extrême droite dépasse 15% des députés de la représentation nationale, où on peut donc dire que voilà, vous avez la carte ici, avec des partis, comme tu l'as dit, qui sont extrêmement différents, à la fois dans leur histoire, dans leur implantation et dans leur programme économique, qu'ils soient ou non au pouvoir. C'est déjà là la grande différence. On va passer donc la diapositive suivante avec le plan qu'on va suivre. D'une part, quelle est la place de l'extrême droite dans le paysage politique français, avec son évolution en termes de voix, avec les forces que ce parti représente, sa singularité aussi. Ensuite, on passera à la question de savoir qui sont les électeurs du Rassemblement national, ce qui sera une manière de répondre à la question est-ce que les électeurs du Front national sont des fascistes ou pas. Et puis, on passera à une représentation cartographique, parce que c'est vrai, l'extrême droite, elle est fondamentalement nationaliste, sauf des mouvements spécifiques comme la Lega Nord, par exemple, ou la Ligue en Italie, devenue la Ligue, mais fondamentalement nationaliste, mais avec des formes d'implantation à l'intérieur des territoires qui peuvent être extrêmement différents. Et ça dit quelque chose, ça va dire quelque chose, et on le verra avec Julien, à l'échelle nationale, puis à l'échelle régionale de l'Occitanie, où on voit des choses différentes, et puis on fera une petite focale à la fin sur la 5e circonscription de l'Hérault, où il s'est passé des choses qui peut-être vont vous surprendre, peut-être vont vous choquer, mais qui sont une manière de comprendre l'établissement du Rassemblement national aujourd'hui. Alors vous le voyez, donc ça se passe de commentaires pratiquement. Ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qui est typique de l'essor du Rassemblement national, avec une progression quasiment continue, sauf le trou de 2007 où vous vous rappelez, Sarkozy avait pratiquement accusé le Rassemblement, enfin, été accusé par le Rassemblement, le Front national à l'époque, de lui avoir siphonné les voix. Mais après, ça repart de plus belle. Et ce que vous voyez, c'est les deux pics là de deuxième tour. Vous voyez 2002, premier tour et deuxième tour, la progression de Jean-Marie Le Pen est relativement faible. Si vous prenez 2017, deuxième tour, l'ampleur du score supplémentaire de Marine Le Pen est beaucoup plus importante, et cette ampleur est encore plus importante s'agissant de 2022. Donc là, il y a vraiment une progression qu'on peut voir différemment avec l'analyse combinée du pourcentage des suffrages exprimés et du pourcentage des inscrits. Sur ce tableau, ce qu'il y a à retenir, c'est à droite, c'est la première fois en 2022 que le Rassemblement national dépasse au deuxième tour 40% des voix, ce qui est tout à fait considérable, même si en nombre d'inscrits, évidemment, en pourcentage des inscrits, le pourcentage est plus faible, mais il est également plus faible pour tous les autres candidats. On passe à ce tableau que je voulais indiquer parce qu'il montre déjà des singularités du Rassemblement national. Ce n'est pas un parti de militants, première ligne. Les militants du Rassemblement national pèsent pour à peu près 2% du total des militants politiques, de partis politiques en France. Ce qui est très peu pour un parti qui fait 40% des voix au deuxième tour de l'élection principale. Deuxièmement, c'est un parti installé, ressources publiques. Hein, on atteint 10 millions d'euros par an pour le Rassemblement national en raison de sa représentation parlementaire, 15% des députés, ce qui est donc là, évidemment, une évolution majeure pour le Rassemblement national qui, longtemps, avait fustigé le système où il était, et d'ailleurs d'une certaine manière, avec une certaine logique, où pesant fort, lourd dans l'électorat au premier tour, il était un peu l'idiot utile du deuxième tour, toujours ou souvent qualifié,
mais très rarement élus, puisqu'on passe de 8 élus en 2017 à 89 en 2022, avec une progression qui est beaucoup moins impressionnante entre ces deux élections. Vous remarquez une chose, c'est que le plus fort taux de représentation du Rassemblement national, c'est les élections européennes. On serait tenté de dire, plus l'élection est lointaine et plus on vote RN, plus elle est proche, moins ça marche. Hein. Et vous le voyez, c'est la catastrophe quand on descend. Donc déjà à l'échelle régionale, on est à 13%. À l'échelle départementale, on est à 0,6%. À l'échelle municipale, en nombre de maires du Rassemblement national, on est à 0,03% de maires Rassemblement national. Un parti qui peut représenter jusqu'à 60% des suffrages aux élections présidentielles n'arrive pas à composer des listes aux élections municipales. Hein, c'est donc le paradoxe du Rassemblement national encore aujourd'hui. Alors, bon, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Je vais me limiter à une première chose. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, quand on regarde les chiffres, on est un peu catastrophé de voir la progression quasi linéaire. Cette ascension est résistible. Elle est résistible à la Brecht, bien sûr, parce qu'elle est liée, d'une part, comme tous les partis de type d'extrême droite, au phénomène de leadership et à la tendance groupusculaire qui peut exister à l'intérieur de ce leadership, avec donc des défections, des crises, des complots internes, etc. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième élément qui oppose depuis beaucoup d'années une résistance à l'essor du Rassemblement national, c'est le mode de scrutin. Mais là, il y a une discussion, parce que le mode de scrutin pénalise le Rassemblement national parce qu'il est seul au premier tour, il peut être dominant au premier tour, mais s'il n'est pas majoritaire en majorité absolue, il n'a plus de réserve de voix au second tour. Mais là, le problème, c'est que dans tous les pays, les partis qui sont victimes de cette règle, au bout d'un moment, à force de progresser, deviennent les grands bénéficiaires de cette règle. Et là, on est dans une situation de transition entre la victime du système et le bénéficiaire du système. Pour l'instant, le Rassemblement national est encore victime du système. Hein, si on compare son taux de députés par rapport à son taux d'électeurs, mais rien ne dit que ça dure. Après, je l'ai déjà dit, donc on peut passer à la diapo suivante. Alors, il y a trois explications, et là je vais revenir à la question de Boris. Il y a trois explications faciles, et donc un peu louches, à la pénétration du Rassemblement national, à sa force. La première idée, la première interprétation, c'est un parti périphérique. C'est le parti de la périphérie. Hein. Et c'est la raison pour laquelle les thèses de quelqu'un comme Éric Guilluy, géographe qui a parlé de la France périphérique, florissent au sein du Rassemblement national. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une périphérie. Il n'y a pas une périphérie. Vous regardez le paysage politique languedocien, par exemple, vous éloignez de Montpellier. Ben, ça dépend vers où vous vous éloignez. Si vous vous éloignez vers Montferrier, là, bonjour la périphérie. C'est là où le Rassemblement national est le plus faible. Hein. Chez les riches, là où la droite résiste, eh bien, le Rassemblement national est faible. En revanche, si vous franchissez vers la gauche, Fabrègues, Cournon-Terral, Cournon-Sec, et que vous progressez vers Frontignan, là, vous avez un périurbain qui n'est pas forcément d'ailleurs périphérique, hein, parce que ce sont des petits centres, et où le Rassemblement national est très fort. Et pareil, si vous continuez, alors vous sortez de l'aire urbaine de Montpellier, Saint-Félix de Lodèze, Lodève, là, vous avez des cultures politiques qui s'opposent à la pénétration du Rassemblement national. Donc il est faux de dire, comme le disent certains géographes, Michel Bussy, Jacques Lévy par exemple, que en gros c'est facile pour comprendre le vote Front National, il suffit de faire une analyse kilométrique. Plus vous vous éloignez de la métropole, plus c'est facho. Donc ça, cette idée, elle est à mon avis complètement fausse pour les raisons que je viens d'expliquer et sur lesquelles on pourra revenir. Deuxièmement, l'électorat Rassemblement national est fasciste. Là, il faut dire deux choses, enfin trois. Un, il faut vraiment distinguer, pour répondre à cette question, les cadres et l'histoire du parti et les électeurs.
dans les cadres et l'histoire du parti, souvent, effectivement, il y a des racines fascistes, il y a des racines néo-fascistes, néo-nazis quelquefois, comme tu l'as dit. Et néanmoins, quand on regarde, nous, les lecteurs, je vais vous dire des choses. Premièrement, effectivement, l'électeur, quand il dit qu'il vote Front National ou Rassemblement National, il sait très bien que ce n'est pas un vote ordinaire. Donc là, la première chose, c'est ça. Ce n'est pas un vote ordinaire. On ne vote pas Rassemblement National comme on vote pour n'importe quel autre parti. Il y a une singularité, il y a un caractère provocateur, ça sent le soufre de voter Rassemblement National. Et d'ailleurs, quand on demande aux électeurs dans des enquêtes de proximité pourquoi ils votent, est-ce qu'ils ont déjà voté Front National ou Rassemblement National et pourquoi, eh bien, ils ont besoin de dire pourquoi. Et le pourquoi, c'est toujours l'évocation de passions tristes. La menace qui pèse, comme tu l'as dit, une classe moyenne qui se sent menacée par l'autre, quel qu'il soit, hein, le voisin, l'anglais, le plus puissant, le plus pauvre, au contraire, etc., qui se sent menacé. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les villes, par exemple, quand vous regardez là où le Front National est important historiquement, si vous regardez à une loupe municipale, vous voyez que, ah bah tiens, c'est important, il y a un taux d'immigration qui est très important dans cette ville, et donc il y a un taux Rassemblement National qui est très important. Mais si vous redescendez au niveau des bureaux de vote, vous voyez que les bureaux de vote où il y a le plus de taux d'immigration, c'est précisément là où on vote le moins Rassemblement National. Par contre, juste à côté, oui. Hein, cette idée de la menace géographique. Et, mais, en dépit de ça, quand on interroge ces mêmes électeurs, on peut être surpris de la grille idéologique qu'ils manipulent. D'abord, ils la manipulent très peu, ce qui est contre-intuitif si on considérait que ce soit un électorat fasciste. Un électorat fasciste, c'est un électorat qui a une idéologie fasciste. Or, en fait, quand on parle politique avec les électeurs du Rassemblement national, Damien, peut-être tu pourras le confirmer, on tombe sur des argumentaires qui sont le plus souvent plus à gauche que les électeurs de droite. C'est-à-dire l'électeur de droite, il est beaucoup plus régulièrement organiciste, il est beaucoup plus régulièrement menacé, se sent menacé par l'immigration, par une forme de laxisme culturel, etc., etc. Donc voilà, ça pour dire que c'est inexact de ce point de vue-là, du point de vue de l'univers idéologique de l'électeur. Et puis c'est inexact une troisième fois, mais ça c'est Julien qui va en parler, parce que maintenant, l'électorat Rassemblement National, notamment au deuxième tour, il s'écarte encore plus de ce qu'on voyait, et il y aura des surprises. Le vote RN et le vote populaire, alors là c'est un argument qui nous est resservi à chaque fois. Alors premièrement, certes, effectivement, et on va le voir tout de suite, le Rassemblement National, il est surreprésenté dans les catégories de vote, dans les ouvriers et les employés qui votent. Hein, mais il reste minoritaire, parce que 36% de vote ouvriers employés, c'est plus que les autres, enfin, c'est à peine plus d'ailleurs que Mélenchon, mais c'est beaucoup moins que la majorité absolue. Et si on tient compte du fait que l'électorat populaire, c'est précisément celui qui s'abstient le plus, eh bien, ça ne fait pas beaucoup d'électorat populaire. En tout cas, pas assez pour qualifier l'électorat RN d'électorat populaire. Et puis, en plus, ça varie selon les territoires, mais là, je laisse Julien en parler. Alors là, c'est un petit calcul intéressant. Du point de vue, je reviens aux électeurs, aux candidats. Là, c'est un calcul que j'avais fait lors des élections régionales. J'avais regardé les listes. J'avais regardé, alors donc, chiche, hein, Le Pen, le peuple. Regardons la composition sociale des listes. Et vous regardez, alors ne regardez que l'Occitanie. Hein. Les éligibles en Occitanie, déjà, on fait croire à quelque chose. Hein. Il y a 42% de classe populaire seulement, si j'ose dire, 20% de classe populaire. Mais regardez, quand on arrive, la deuxième colonne rouge, aux élus, 70% catégorie sociale supérieure. Autrement dit, le peuple, oui, mais sans le peuple, hein, d'une certaine manière. Alors, quand même, alerte, il y a quand même une idée qui court selon laquelle, mais finalement, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, de toute façon, elle s'écroule parce qu'elle ne sait pas gouverner, parce que, bon.
Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, tu l'as montré, à l'échelle européenne, il y a d'autres exemples qui montrent qu'il y a un maintien au pouvoir en dépit d'aggiornamento économique, social, etc., notamment la Hongrie. Mais à l'échelle française, on le voit parfaitement, dans la plupart des communes conquises par le Rassemblement national, ex-Front National, du coup, en 2014, et qui ont fait un carton en 2020. Beaucaire, élu au premier tour, Béziers, conquête de la communauté d'agglomération, Hénin-Beaumont, Orange, Le Pontet. On a là des continuités politiques au pouvoir. Autrement dit, il est faux de dire que c'est un parti qui ne peut pas se maintenir en tant que parti de gouvernement, en tout cas à l'échelle municipale. On passe. La sociologie, alors on passe, du coup. Première remarque, c'est un parti qui se rajeunit et c'est un parti qui se féminise. Et vous le voyez, c'est intéressant, c'est sur la droite, enfin vous le voyez mal, désolé, mais Marine Le Pen a réussi la féminisation de l'électorat à Rassemblement national, 23% d'hommes et 24% de femmes dans son électorat. Donc voilà, c'est typiquement français. En revanche, Zemmour reste un électorat très marqué par le masculin. Et on comprend évidemment pourquoi, compte tenu de son discours. Et puis en dessous, vous voyez que finalement, il y a une assez grande homogénéité générationnelle dans le vote Rassemblement national. Et notamment, il a rattrapé son retard dans l'électorat jeune. On passe. Il est toujours faible chez les vieux, par contre. Deuxième entrée, les catégories socioprofessionnelles. Bon, là, chose qui ne vous surprenne pas, hein, Macron est jamais aussi fort que chez les cadres. En revanche, un petit aparté, l'électorat Mélenchon, regardez à gauche, vous avez vu l'homogénéité sociologique de l'électorat Mélenchon, sauf chez les retraités. Hein. On est à peu près partout très fort. Alors évidemment, les 20,3%, on a envie de se dire, mais si on limitait le droit de vote à 60 ans, on serait sur un paysage politique assez différent. En revanche, regardez donc du côté de Marine Le Pen, il est clair qu'il y a un énorme déficit dans les catégories sociales dominantes, mais également un déficit du côté des retraités en raison du cumul âge-retraite. Alors là, c'est le grand critère qui marque l'électorat du Rassemblement national, c'est le niveau de diplôme. Ça, c'est constant. Hein. Beaucoup plus que d'ailleurs la catégorie professionnelle. Le niveau de diplôme est l'élément discriminant qui indique que, en gros, plus on est éduqué, plus on a un niveau de diplôme important, moins on vote Rassemblement national. Donc une vraie politique qui s'attaquerait à la pénétration de l'extrême droite en France ou ailleurs, d'ailleurs, c'est une politique éducative, évidemment, une politique d'intégration par l'éducation, ce qu'on ne peut pas dire que les gouvernements successifs de la période précédente aient réellement mené. Alors, selon le niveau de revenu, vous voyez, donc il y a ici, pour la même raison, hein, on voit bien que Marine Le Pen est faible chez les plus de 3 000 euros par mois, hein, mais faible, pas si faible que ça, hein, et qu'elle est assez bien placée, à la fois dans les ménages qui sont en dessous de 1 250 euros, mais pas si mal placée et surreprésentée dans les catégories qui correspondent à ce qu'on peut appeler la vaste classe moyenne. Enfin, le type d'habitat. Alors là, la première chose, c'est ce que vous voyez, mais ce que vous avez constaté, c'est que plus on est en métropole, effectivement, moins on vote à Rassemblement national. Et d'ailleurs, on le voit, c'est assez marrant, mais Julien en parlera, on le voit même à des échelles différentes. C'est-à-dire que si on sort des métropoles et qu'on prend une circonscription quasi rurale, mais dans les villes principales de cette circonscription quasi rurale, il n'y a pas, il y a moins de votes Rassemblement national. Là, on est face à une transformation, hein, parce qu'il y a 10 ans, ça aurait été tout à fait différent. On aurait eu le 20%, peut-être même moins,
au-dessus de 200 000 habitants, mais à moins de 2 000 habitants, on aurait eu beaucoup moins aussi. Hein, il n'y avait pas de vote rural marqué du Rassemblement national, et on essayait d'ailleurs de l'expliquer pour des raisons du fait que un vote qui sent le soufre dans un univers rural où, au contraire, il faut en permanence faire du lien social parce qu'on est trop proche pour se distinguer, pour une division du travail, etc., etc. Eh bien, c'était un handicap pour le Rassemblement national. Et ce handicap, il a été très largement comblé, comme vous le voyez. Alors, évidemment, ça, c'est une catégorie territoriale, mais une catégorie territoriale très globale. Or, nous sommes partisans, je peux dire ça, hein, Julien, nous sommes partisans d'une analyse territorialisée de ce phénomène, parce que parler uniquement à l'échelle nationale, c'est sans doute manquer des dynamiques qui sont à la fois politiques, sociales, culturelles, et qui comptent pour comprendre notre lien ou notre absence de lien avec la politique. Alors, malgré tout, je vais tout de même commencer par un commentaire d'une carte à l'échelle nationale. La carte donc, des scores réalisés par Marine Le Pen au présidentiel de 2007. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre évidemment donc, les zones de force, les zones d'ancrage du vote Rassemblement national. Quelles sont-elles? Elles sont doubles. D'une part, on voit très bien un ancrage très fort dans le nord de la France, dans le nord du pays et dans l'Est. Et d'autre part, un ancrage également important dans le sud et en particulier le littoral méditerranéen. Alors, en réalité, ce double ancrage renvoie à des disparités très fortes, des disparités sociologiques très très fortes. C'est la vieille thèse que vous connaissez peut-être du vote RN ou du vote FN du Nord et du vote FN du Sud. Donc, je vais brièvement la rappeler. Au Nord, on aurait un vote FN qui serait propre à des catégories populaires très nombreuses, dominantes dans ces contextes-là. Évidemment, avec des structures idéologiques très particulières, disons une conception beaucoup plus égalitariste des relations sociales, une sensibilité plus forte au discours anti-élite produit par le Rassemblement national. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite nuancer le propos, puisque il ne faudrait pas penser que si le RN est fort dans les territoires ouvriers, c'est que les ouvriers votent nécessairement pour le RN. Ça, c'est le vieux piège de ce qu'on appelle l'erreur écologique, tirer des conclusions au niveau individuel à partir de l'observation de données agrégées. En réalité, ce raisonnement est contestable à plusieurs égards. Premièrement, parce que l'on sait que le choix de vote, ou le choix plutôt de non-vote prioritaire et massif dans les catégories populaires, c'est l'abstention, et ce n'est pas forcément le vote RN. Et deuxièmement, parce que l'analyse sociologique, et notamment l'analyse des transmissions familiales, des transmissions idéologiques au sein de la famille, a montré que ce n'était pas forcément les ouvriers de gauche qui votaient pour le Rassemblement national, mais plutôt leurs enfants. Donc ça, c'est des travaux qui ont été menés par plusieurs chercheurs, et notamment notre collègue Arnaud Huck, qui a produit de belles analyses à ce sujet. Donc, à l'opposé de ça, on a un vote RN du Sud qui serait là plutôt le produit d'une petite classe moyenne, essentiellement d'artisans, de commerçants, donc ce qui traduirait des conceptions du monde beaucoup plus individualistes, qui s'ancreraient de plus dans des territoires historiquement plutôt acquis à la droite, c'est le cas du littoral méditerranéen, et pour le coup beaucoup plus sensibles aux thématiques anti-immigration portées par le Rassemblement national. Alors, cette double implantation du RN historique fait à la fois sa force et sa faiblesse, parce qu'elle l'oblige, ou en tout cas elle l'obligeait historiquement, à s'adresser à des segments électoraux qui portent des visions du monde, des intérêts potentiellement disparates et potentiellement opposés. Donc la question qui se posait, c'était la question de la production d'une offre politique, d'un discours capable de parler à ces deux segments potentiellement opposés de l'électorat. Alors, quand on observe maintenant l'évolution à court terme de ces zones de force, on regarde la carte des présidentielles 2012 et puis celle du premier tour de la présidentielle 2017, on se rend compte finalement que l'évolution est
de ce point de vue-là, assez faible. L'évolution cartographique est assez faible. En réalité, on voit une expansion géographique du vote RN, mais essentiellement autour de ces zones de force traditionnelles. C'est un peu la théorie de la tache d'huile, c'est-à-dire que le RN gagne des électeurs là où il bénéficie déjà d'une implantation territoriale marquée. Alors ça s'explique de différentes manières, évidemment. Ça s'explique par la précarisation d'un segment de plus en plus vaste de l'électorat français, mais on peut aussi voir les prémices de la stratégie de normalisation de Marine Le Pen, dont on a déjà beaucoup parlé. Maintenant, regardons la carte de 2022. Alors là, on voit une évolution absolument notable, parce que non seulement il y a une progression du vote RN dans ces territoires d'implantation, mais en plus de ça, il y a aussi une progression du vote RN dans des territoires qui n'étaient jusqu'alors que très peu acquis au vote d'extrême droite. Et c'est en particulier le cas de la partie ouest du territoire français. Alors, au travers de cette espèce d'homogénéisation spatiale du vote RN, on peut percevoir derrière, on peut voir poindre l'homogénéisation sociologique de son électorat dont Emmanuel a parlé. Alors, on peut observer exactement la même chose lorsqu'on porte la focale sur la région Occitanie. Donc, vous avez la carte ici, je vais passer assez rapidement. Donc, voyez ici donc l'implantation locale du vote Rassemblement national lors des présidentielles 2017, donc qui renvoie à des territoires qu'on connaît bien, des territoires d'implantation qu'on connaît bien maintenant. Donc, si je résume assez rapidement, c'est d'une part le littoral de Béziers en remontant jusqu'aux gares rhodaniens. Et puis, d'autre part, c'est le Tarn-et-Garonne, dans la banlieue de Montauban, autour de Moissac. Donc, ce qu'a montré finalement l'élection présidentielle 2022 à l'échelle de l'Occitanie, c'est d'une part le renforcement du vote RN dans ces territoires d'implantation traditionnelle, mais comme ce qu'on pouvait observer à l'échelle de la France, une certaine expansion de ce vote, alors d'une part en tache d'huile, mais aussi au sein de territoires qui lui étaient jusqu'alors assez faiblement acquis. Donc, je prendrai deux exemples. Regardez par exemple le nord de la Lozère, mais on peut aussi observer sur cette carte une progression du vote RN dans les territoires ruraux. Alors, cette progression du vote RN dans les territoires ruraux, elle peut s'expliquer par différents facteurs. Le premier, c'est qu'on observe un basculement d'une certaine partie de l'électorat de droite dans ces territoires-là, des partis, disons, de la droite gouvernementale traditionnelle, comme LR, jusqu'au vote RN. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, elle tient aussi aux transformations démographiques qu'ont connues ces territoires-là. Transformation démographique qui tient essentiellement au fait que les catégories moyennes et populaires qui vivaient auparavant dans les métropoles ont eu tendance à s'excentrer, à intégrer, donc à migrer vers les territoires de plus en plus ruraux, de plus en plus éloignés des métropoles, pour des raisons essentiellement économiques, pour échapper à la pression fiscale. Et en s'implantant dans ces territoires, elles emportent avec elles, en quelque sorte, leur histoire individuelle, leur sensibilité idéologique. Et comme Emmanuel l'a rappelé, on a, particulièrement dans le Sud, une corrélation assez forte entre cette sociologie des petites classes moyennes et le vote Rassemblement national. Par ailleurs, cette excentration de ces petites classes moyennes a aussi une conséquence, qui est une conséquence idéologique, c'est-à-dire que ce sont des classes qui s'excentrent, qui fuient les centres-villes en raison de critères économiques, mais qui, en arrivant dans les territoires ruraux, ne comptent pas forcément abandonner leur mode de vie. Et donc, arriver dans des territoires ruraux où il y a moins de services, moins d'accès aux soins, moins d'accès aux biens culturels, notamment, moins d'accès au transport, et bien tout ça, ça crée des difficultés supplémentaires, mais également des frustrations qui expliquent en partie le basculement de ces territoires, petit à petit, vers le vote RN. Alors, on a là, quand on observe cette carte, tout simplement un phénomène, on peut observer un phénomène d'enracinement du vote Rassemblement national. En quelque sorte, un phénomène de légitimation du vote RN par le bas, par l'électorat, qui s'explique par des facteurs
sociologique, je dirais même psychosociologique, qu'on connaît bien désormais. C'est-à-dire que lorsque le vote RN est un vote iconoclaste, est un vote isolé, il est d'autant plus difficile de l'épouser, d'épouser un comportement qui va être considéré comme tabou, comme très minoritaire. Par contre, plus le vote s'implante, plus il est représenté par des élus et par des électeurs de plus en plus nombreux qui potentiellement peuvent être nos voisins, les personnes que l'on côtoie, eh bien, il est d'autant plus facile, effectivement, de faire ce choix. Donc, c'est un choix qui se normalise, qui se légitime à l'échelle individuelle. Quelques mots sur la géographie du vote Zemmour à la dernière présidentielle en Occitanie. Ce qu'on peut observer en 2 mots, c'est que finalement, les cartes du vote RN et du vote Zemmour sont assez semblables, sont assez similaires. Et si vous avez retenu ce qu'on a présenté dans les tableaux issus des données de sondage, eh bien, on a là un résultat qui est assez contre-intuitif, puisqu'on aura un électorat Zemmour, en théorie, plus diplômé, plus issu des classes supérieures, plus masculin. Donc, comment expliquer cette adéquation en Occitanie entre la carte du vote Zemmour et la carte du vote Marine Le Pen? Eh bien, pourquoi pas en faisant référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette théorie du vote, d'un vote du RN du Sud, plus spécifique, plus le fait de petites classes moyennes, âgées, et donc qui ressemble d'autant plus à la sociologie du vote Zemmour. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail et pour évoquer un autre phénomène de légitimation du vote RN, mais cette fois pas par le bas, mais par le haut, c'est-à-dire par l'intégration du Rassemblement national comme une force politique légitime aux yeux des partis traditionnels. On va prendre le cas des élections législatives et en particulier dans la 5e circonscription de l'Hérault. Alors, quelques commentaires cette fois sur les élections législatives. Ces élections législatives, en particulier dans la région Occitanie, ont été très favorables au Rassemblement national, puisque vous le savez, donc, le Rassemblement national dans la région a obtenu 16 députés, dont 14 dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon, et a pu bénéficier, alors ça a été particulièrement le cas dans notre région, de dissensions propres à la gauche, et notamment des dissidences PS face à la coalition de la NUP. Alors, pour illustrer cela, donc je vais prendre le cas de la 5e circonscription de l'Hérault. Donc pour la dépeindre très, très rapidement, c'est une circonscription qui est très rurale, puisque c'est la circonscription des hauts cantons de l'Hérault, où la principale ville, c'est Clermont-Lérault. Donc vous pouvez avoir un ordre d'idée par rapport à ça. C'est une circonscription qui est historiquement ancrée à gauche. C'est parmi les circonscriptions de l'Hérault l'une des plus ancrées à gauche, là où le vote de gauche est le mieux implanté. Donc, en théorie, c'était une circonscription qui était a priori assez défavorable au RN. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, c'est la conquête de la circonscription par une députée RN, dans un contexte très particulier où le candidat dissident PS face à la NUP était directement soutenu par le président du département, qui lui-même est issu de ce territoire-là. Alors, un rapide commentaire d'abord sur les résultats bruts aux 2 tours des élections législatives. La première chose qu'on peut observer, c'est le taux d'abstention, qui est dans l'absolu élevé, puisqu'il s'élève à presque 50% au premier comme au second tour, mais qui est de manière relative assez faible si on le compare notamment à la moyenne française. Bon, ça s'explique parce que c'est une circonscription rurale et que on sait par ailleurs que dans les milieux ruraux, on vote tendanciellement plus que dans les milieux urbains. Bon, je passe sur les explications de ça, on pourrait y revenir. Bon. Remarquez également la progression des votes blancs et nuls d'un tour à l'autre de l'élection. On passe de 2% de votes blancs et nuls au premier tour à plus de 12%. Maintenant, regardez les résultats au premier tour et au second tour. Donc, au premier tour, se qualifie pour le second tour donc Stéphanie Galzi, la candidate RN, devant Pierre Pollard, le candidat de la NUP, mais avec un écart de voix, somme toute assez minime, d'autant plus minime que le candidat Reconquête
n'obtient que 4% des suffrages et que la droite est quasiment inexistante puisqu'elle elle rassemble au premier tour uniquement 3% des suffrages. Alors, ce qui se passe au deuxième tour est par contre surprenant, puisque Stéphanie Galzi l'emporte face à Pierre Pollard, hein, malgré apparemment peu de réserve de voix, et elle l'emporte de manière assez large, puisqu'elle creuse l'écart hein, qu'il y avait. Elle remporte l'élection avec 54% des voix contre 46% pour son opposant. Alors, pour essayer de résoudre ce paradoxe, hein, d'expliquer ce paradoxe, on a construit un modèle d'estimation des reports de voix du premier tour sur le second tour. Donc, ce qu'on a fait, c'est un modèle statistique hein, qui fonctionne par inférence bayésienne. Donc, on prend les résultats bruts des différentes listes et on intègre également l'abstention, les votes blancs et nuls hein, au premier tour. On fait la même chose avec le second tour et on croise les deux données et on estime des probabilités de report de voix entre les choix du premier tour et les choix du second tour. Alors, voilà ce que donnent les estimations de ce modèle pour la 5e circonscription de l'Hérault. Alors là, plusieurs enseignements. Premier enseignement, la stabilité du comportement des abstentionnistes. Près de 80% des abstentionnistes du premier tour s'abstiennent à nouveau au second tour. Donc ça, évidemment, c'est un phénomène très important, massif, qui, encore une fois, confirme hein, le poids de l'abstention hein, dans ce type de scrutin. Deuxième enseignement, regardez la stabilité du vote Rassemblement national. Près de 80% des électeurs de Stéphanie Galzi au premier tour votent à nouveau pour elle au second tour. Maintenant, comparez ça avec ce qui se passe pour l'électorat de la NUP. On a simplement 63%, donc les 2/3 simplement, des électeurs de Pierre Pollard du premier tour qui votent pour lui au second tour. Donc, tandis qu'on a un électorat RN qui est très mobilisé, et c'est ce qu'on sait, hein, on sait que c'est un électorat qui est très mobilisé, notamment pour les élections nationales. Hein. Tandis que cet électorat est donc très mobilisé, l'électorat de la gauche est lui beaucoup plus volatile. Donc c'est un véritable problème, évidemment, qui se posait à la NUP lors de ces élections. Troisième enseignement, regardez maintenant donc, les comportements. Donc je vais terminer par le meilleur. Donc, regardez les comportements de l'électorat UP. Donc, le député sortant hein, de La République En Marche, Ensemble. 48%, donc près de la moitié de cet électorat du premier tour, se reporte sur la candidate RN au second tour. Alors, ça s'explique finalement, c'est presque logique. Hein. Dans cette circonscription, je le rappelle, il n'y a plus d'électorat de droite. Il n'y a plus d'électorat de droite. Donc, c'est un électorat qui se reporte directement, dès le premier tour, sur La République En Marche. Et ça confirme ce que l'on sait aussi sur l'évolution de cet électorat-là. On sait que c'est un électorat qui s'est droitisé. Donc, cet électorat de droite, lorsqu'il a à faire un choix au second tour dans un contexte où le RN est face à la NUP, eh bien, il préfère voter face au RN. Il préfère voter pour le RN. Donc là, on a une espèce de légitimation hein, du vote RN, de normalisation du vote RN dans un contexte plus général de droite. Regardez maintenant, et j'en terminerai par là, hein, le vote pour Aurélien Maninck, hein, qui était le candidat dissident PS opposé à la NUP. Hein. Donc, ce que font ces électeurs au second tour. Donc, certes, 42,5% se reportent sur Pierre Pollard, donc ce qui est assez logique, mais plus de 20% votent blanc ou nul, 16% s'abstiennent et surtout 20% se reportent sur Stéphanie Galzi, sur l'électorat RN. Alors, peut-être quelques facteurs d'explication quand on regarde, par exemple, cette carte, je ne vais pas commenter toutes les cartes, mais je commenterai celle-ci. Hein. Donc, c'est la proportion de report de voix donc, de l'électorat Maninck sur l'électorat sur Stéphanie Galzi au deuxième tour. Hein. Donc, vous pouvez voir donc en fait les disparités territoriales hein, de ces logiques de report de voix qu'on peut expliquer au moins par 3 facteurs. Le premier facteur, c'est, vous le voyez au sud de la circonscription, sans doute l'influence du contexte local, hein, l'influence du contexte local biterrois, hein, qui est depuis longtemps acquis à l'extrême droite. Deuxième facteur, on voit que les reports en faveur de la candidate RN sont d'autant plus forts que l'on s'éloigne du principal centre urbain de la circonscription, ce qui confirme donc la relativité hein, du concept de périphérie. En réalité, il n'y a pas une périphérie, il y a des périphéries, y compris au sein des territoires qui eux-mêmes sont qualifiés de périphériques. Bon.
Et deuxième facteur, on voit que les reports de voix en faveur de Galzi sont d'autant plus forts dans les territoires, dans les communes du nord de la circonscription. Et là, ça peut s'expliquer parce qu'on est face à un électorat rural qui voit d'un mauvais œil, finalement, la coalition de la NUP. Alors, même si cet électorat rural est traditionnellement assez acquis à la gauche, il voit d'un mauvais œil la coalition de la NUP qui, potentiellement, pourrait s'opposer, venir remettre en question son mode de vie. Alors évidemment, c'est la remise en question de la chasse, la remise en question des modes d'agriculture dans ces territoires-là. Et on sait, en ayant fait un peu de terrain, que ce sont des électeurs, par exemple, qui ont eu particulièrement peur de la présence des écologistes dans la coalition de la NUP. Donc, voilà comment on peut expliquer donc, ce phénomène de report de voix, mais qui montre une chose, donc, qui confirme cet enracinement du vote FN par le bas, par les électeurs, mais qui montre aussi que dans un contexte d'éclatement de l'offre électorale, dans un contexte où la logique de front républicain ne joue plus, pour diverses raisons dont on pourra discuter, eh bien, on assiste aussi à une forme de normalisation, une forme de reconnaissance du Rassemblement national comme une offre désormais légitime au sein de l'échiquier politique. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste revenir sur la question du centre et de la, pas du centre et de la périphérie, mais de la France périphérique, justement. Est-ce que, parce que d'une certaine manière, on parle, les classes sociales, les classes moyennes ont toujours été très vaste et très difficile à définir précisément. Mais on voit à travers vos présentations que il y a les catégories socioprofessionnelles, le genre, l'âge, les diplômes, ainsi que les générations sont précisés. Et on voit bien que c'est une catégorie qui existe aussi. Mais le fait de dire que la classe sociale, les classes moyennes n'existent plus, mais qu'à la place, on parle justement d'une France périphérique contre une France qui serait d'une urbanisation mondialisée ou des élites mondialisées, au niveau idéologique, ça prend quand même quelques formes aussi qu'on peut voir dans la périphérie en termes de justement de méfiance ou de crainte, de repli. Tu parlais, toi, tout à l'heure de nativisme chez les Américains, mais il y a aussi une certaine forme aussi derrière ça comment dire, d'enracinement, et donc un petit peu de peur de l'autre et par définition de l'étranger et le racisme qui va avec. Donc, c'est aussi toutes ces questions que je voulais voir si, bon, sans mettre Marx par-dessus la tête, mais sans dessus-dessous. Il y a quand même une importance idéologique derrière tout ça. Et est-ce que ça joue sur le vote? Et puis, il y a aussi, parce que de parler du monde d'en haut, du monde d'en bas, et de ceux qui sont exclus de la globalisation ou pas, etc. Voilà, dans quelle mesure tout ça, ça supplante la question proprement socio-économique, enfin du moins de la lutte sociale et économique et des inégalités sociales et économiques dans le choix des votes. Alors, je fais une première réponse et Julien complétera s'il le souhaite. Il y a une chose qui est indéniable, c'est que toute forme de représentation de la politique binaire favorise l'exploitation démagogique d'une force par rapport à l'autre. On sait que sociologiquement, démographiquement même, la classe dominante, sociologiquement, pas les décideurs seulement, mais ceux qui en sont sociologiquement les plus proches, est ultra minoritaire. Il y a moins de 20% de cadres en France, des catégories sociales supérieures aujourd'hui. Donc forcément, si vous présentez les choses de manière binaire, les dominants et les dominés, ceux qui vont être les dominés vont être l'objet de formes de démagogie considérables, en oubliant qu'à l'intérieur de ces dominés, de ces catégories qui ne sont pas les catégories dominantes, il y a toute une série de nuances qui sont des nuances pas simplement économiques et sociales, comme tu le disais,
mais qui sont également culturelles et politiques. Hein. La politique compte dans ces nuances qui ne sont pas, comme disait Marx, une nostalgie des petites différences, mais qui sont véritablement des manières de se situer par rapport à un collectif, par rapport à la société. Ce qu'a dit Julien me paraît très important pour expliquer l'évolution actuelle. C'est, disons, celle qui est saisie au plus près des gens. Et Damien, qui est là, Damien Stankiewicz, est un anthropologue américain qui actuellement fait des recherches de terrain du côté de Beaucaire pour essayer de comprendre le phénomène du vote d'extrême droite chez les gens, tout simplement, de l'intérieur. Et ce qu'on constate effectivement, et qui marque sans doute les années 2020, c'est le fait que la sociologie, je dirais même la sociabilité frontiste, devient quelque chose qui inscrit les gens dans un collectif. Effectivement, quand vous avez 50-60% des gens qui votent Rassemblement national dans votre commune, vous vous dites, que vous les croisez tous les jours à la boulangerie, et deux, vous finissez par discuter avec eux, et effectivement, ça a une influence, pas forcément positive, hein, vous pouvez aussi vous corréler avec eux, pas trop fort, hein, un peu sur la métaphore footballistique, hein, des supporters du PSG qui s'opposent à ceux de l'OM, mais quand même, on peut s'engueuler, mais on se retrouve. Et donc finalement, on intègre cette dimension de comportement électoral dans les formes, disons, quotidiennes de la vie sociale et de la vie politique. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que ça n'est pas pour chipoter qu'on est attentif aux nuances, ça n'est pas pour chipoter qu'on estime que parler de la classe moyenne, même si elle est imprécise, toujours très difficile à définir, c'est super important pour comprendre des dynamiques de vote, pour comprendre des dynamiques mentales du vote, tout ce qui est peur, etc., qui fait que le contexte actuel est un contexte, sur ce plan-là, mais comparaison n'est pas raison, notamment en histoire, ressemble beaucoup aux menaces qui pesaient sur la prolétarisation de la classe moyenne allemande et qui expliquent une partie de l'essor du nazisme. Juste quelques éléments de complément. Dans les schémas que Emmanuel a montré, commenté au tout début, vous vous apercevez que la part des inscrits qui ont voté Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, c'est 25%. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, donc on parle des inscrits, donc c'est-à-dire des personnes en capacité de voter. C'est-à-dire que quand vous croisez des gens dans la rue, hein, je vais très vite, hein, mais quand vous croisez des gens dans la rue, une personne sur 4 a sans doute voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et évidemment, ça a des effets. Il y a une théorie très célèbre en psychologie sociale qui s'appelle la théorie de la spirale du silence. C'est-à-dire que quand les gens ont l'impression d'être en minorité, parce qu'ils voient dans les médias, mais aussi parce qu'ils côtoient des gens et qu'ils estiment à peu près les opinions que ces gens ont, eh bien, quand ils estiment être en minorité eux-mêmes, ils ont tendance à taire leurs opinions. Et c'est ce qu'on observait hein, dans les enquêtes par sondage pour les électeurs du Front National. Pendant très longtemps, c'était des électorats qui avaient tendance à sous-déclarer leur vote RN. Donc on avait des stratégies de détour. On ne leur demandait pas s'ils voulaient voter RN à la prochaine élection, mais on leur demandait s'ils avaient déjà pensé à voter RN lors des précédentes élections, etc. Bon, aujourd'hui, on mesure très clairement que ce tabou autour du vote RN est de moins en moins prégnant, de moins en moins vrai. Et c'est aussi sans doute une conséquence de cela. Autre commentaire, mais comme c'est un peu, ça va dans le sens d'Emmanuel, la question, à mon avis, est moins celle de la détermination sociale des comportements, et en particulier des comportements politiques, des comportements électoraux. On sait évidemment qu'il y a des facteurs sociologiques à ces comportements-là. La question est plutôt dans le fait de savoir quels indicateurs vous utilisez pour rendre compte de cette détermination sociologique. Alors, pendant très longtemps, on a utilisé la classe ou la catégorie socio-professionnelle pour rendre compte de cela. Et ça marchait bien. Mais ça marchait bien pour une raison assez simple. C'est que ça traduisait des modes de sociabilité, des modes de rapport à l'espace public et à l'espace privé qui étaient assez homogènes.
Les ouvriers, s'ils votaient pour le Parti communiste ou pour les partis de gauche en général, c'est parce qu'ils partageaient des visions du monde qui étaient structurées par un milieu familial, un milieu professionnel, encadré par des syndicats, des partis politiques, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est en partie en raison de la tertiarisation du monde professionnel qui a fait voler tout ça en éclats, mais pas que, en raison aussi de l'augmentation de la mobilité géographique, de la mobilité sociale, des transformations de la famille, etc. On se rend compte que ces modes de sociabilité ont très largement changé et se sont complexifiés. De fait, on ne peut plus utiliser de manière rigoureuse les anciennes catégories très générales, comme la classe sociale, pour rendre compte des déterminations sociologiques des votes. Donc il faut utiliser d'autres choses et sans doute des modes d'enquête, des modes d'accès au terrain plus fins, plus subtils. Merci bien à vous trois. Et on va passer peut-être à des questions, s'il y a des questions dans la salle. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Ouais, très bien. On va prendre, vu l'heure, 3-4 questions et puis vous répondrez. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour les exposés différents. Que pensez-vous de la banalisation, voire même de l'extrême visibilité des thèses dans les médias, des frontistes, enfin des Rassemblements nationaux, des ex-frontistes? Je trouve que ça s'est énormément banalisé. Est-ce que c'est l'œuf, la poule? Je ne sais pas, mais en tout cas, les médias dominants sont extrêmement complaisants vis-à-vis de ces thèses. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a je sais pas comment dire, sur le 2.0, est-ce qu'au niveau des thèses de l'Internet, comment ça circule? Voilà. Merci. D'autres questions? Peut-être là-dessus, Patrick, qui nous a présenté un peu la question de l'extrême droite en Europe et puis un peu les évolutions idéologiques. Tu peux dire un mot, puis vous pourrez compléter aussi, et Emmanuel et Julien. C'est une question intéressante dans le sens où, là aussi, bon, ça dépend comment on le prend, mais jadis, quand je dis jadis, je crois que c'était au milieu des années 80, il y a un ancien Premier ministre qui disait « Jean-Marie Le Pen pose des bonnes questions, il n'apporte pas les bonnes réponses ». Voilà. En fait, le problème que l'on a, c'est que, comme ça a déjà été évoqué, vous en avez tous conscience, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a une réappropriation du champ idéologique, sémantique de l'extrême droite par la majorité de la classe politique, ça devient problématique. Bon. Et là-dessus, la responsabilité, elle est forte. Elle est forte sur le champ médiatique. Bon. Là-dessus, il y a une accélération depuis une dizaine d'années. Bon. Le cas le plus caricatural, c'est bien entendu Bolloré, qui a mis ses moyens au profit d'un candidat dont on pourrait dire qu'il avait, par certains aspects, une orientation proche du néofascisme sur certains éléments. Il regroupait en tout cas, dans ces éléments militants, des militants ouvertement fascistes pour certains d'entre eux. Il y a un problème, et la concentration, c'est une question qu'on retrouve à un autre niveau. Vous prenez le cas italien avec Berlusconi, il a mis à son profit sa puissance financière. Bon, mais on peut aller très très loin, parce qu'on parlait de la puissance des mouvements d'extrême droite en Europe, mais j'allais dire, il ne faut pas s'arrêter au champ européen. Si vous prenez les États-Unis, Trump, si vous prenez Bolsonaro, mais si vous prenez un autre cas qui est le cas Modi en Inde, de nationalisme extrêmement exacerbé, qui pousse très très loin, vous vous rendez compte que c'est des processus à l'œuvre qui ne concernent pas uniquement l'Europe. Mais si pour reprendre directement la question, indéniablement, ça joue beaucoup, surtout quand, même sans aller jusqu'à l'extrémité de la chaîne en question de Bolloré, vous prenez les autres chaînes, à l'exception peut-être, et encore, de France Info sur la chaîne d'information, vous prenez les deux autres, grosso modo, aujourd'hui, on débat par rapport aux axes idéologiques de l'extrême droite, sur les mots utilisés, les termes employés, les thématiques. Bon, et c'est vrai que je vais pousser un peu plus loin. Là, aujourd'hui, il y a une actualité sociale qui est en train de se développer, et ça va être intéressant, mais l'expérience montre qu'à partir du moment où la question
de la lutte des classes revient sur le tapis, la règle générale, l'extrême droite a moins de choses à dire et elle se fait plus discrète. Alors après, on va voir comment, maintenant qu'elle a des positions institutionnelles, elle va être invitée à parler, mais c'est plus difficile. Alors, moi, j'y connais rien aux médias. Donc, ça, c'est la première chose. Mon intuition est la suivante. Il y a une grande différence entre les médias, genre télévision, etc., et les réseaux sociaux. Et la grande différence, c'est que du côté des médias, je pense que l'influence majeure, elle n'est pas dans le contenu, elle est dans l'orientation vers les sujets à traiter. Et évidemment, les partis politiques, en fonction des sujets à traiter, sont plus ou moins à l'aise pour apporter des réponses. Mais là, sur ce plan, il y a une énorme responsabilité des différents partis de gauche à s'adapter à ce cadrage et à coller au cadrage, voire à renverser le cadre, comme le fait parfois l'extrême droite, de manière à peser plus dans le discours. L'impression que j'ai à lire mes collègues, mais peut-être Damien, tu voudrais dire quelque chose là-dessus, puisque tu travailles aussi sur la construction de l'extrême droite par les réseaux sociaux. C'est que finalement, les réseaux sociaux, au contraire, sont hyper forts sur les contenus et assènent des contenus jusqu'au harcèlement. Et c'est là, par la force de la répétition des mêmes arguments, que ça devient des évidences. Pas tant sur les sujets auxquels il faut réfléchir que sur les idées qu'il faut faire pénétrer à coup de force. Mais voilà. Peut-être du coup, on peut en profiter que tu sois là pour nous pas de chance, pour justement nous parler de ce lien entre réseaux sociaux et construction de l'extrême droite et progression de l'extrême droite. Puisque tu vas à Beaucaire, Montpellier, c'est pas loin, donc c'est bien. Bon, je vais pas parler là-dessus de mon propre recherche, hein, mais comme je suis un peu, j'ai étudié la recherche d'autres sociologues, politologues, anthropologues qui ont étudié les médias et cette construction d'identité des gens d'extrême droite. Ce qui est évident, que plusieurs personnes ont constaté, qu'en fait, l'exclusion traditionnelle de l'extrême droite de la conversation dans les médias qui sont très connus depuis longtemps en France et en fait c'était Jean-Marie Le Pen qui a commencé à développer les premiers sites web pour que ils avaient un moyen d'accéder aux voteurs. Et c'est une stratégie qui continue jusqu'à nos jours, où l'extrême droite, il y a beaucoup de gens de l'extrême droite qui savent qu'il faut bâtir leur propre site web, leur propre forum où on peut parler de la politique, parce qu'ils ont l'idée que les médias qu'ils ne vont pas faire place à eux pour qu'ils puissent développer ce discours. Donc, ils sont très forts en ça parce que depuis 3 décennies, en fait, c'est déjà établi comme une stratégie qu'il fallait bâtir, qu'il était en fait la nécessité de tout des partisans qui savaient entre eux, il fallait bâtir ces sites web, ces forums, ces médias qui n'existaient pas pour eux, quoi. Et donc, ça reste très, très fort comme identité qui sont en contrôle des médias, qui ont depuis longtemps, parce qu'ils avaient cette idée qu'ils étaient exclus. Donc, ça reste très fort comme identité, comme un aspect bon. Oui, Julien. Je peux ? Oui. Alors, pour avoir travaillé, alors pas sur l'extrême droite, mais sur les effets politiques des réseaux sociaux, moi, ce que j'ai observé, c'est que les réseaux sociaux marchent plutôt comme des chambres, des caisses de résonance. Hein, en anglais, echo chambers. Mais c'est que les gens qui sont intéressés par la politique suivent des gens qui sont aussi intéressés par la politique.
Des gens qui sont plutôt sensibles au discours d'extrême droite vont suivre des gens sensibles au discours d'extrême droite, etc. C'est-à-dire que les gens qui sont extérieurs à ces centres d'intérêt-là ne les intègrent que très peu, finalement. Mais alors, je pense qu'il y a tout de même une légère différence entre les réseaux sociaux et puis les phénomènes d'influenceurs, par exemple, comme YouTube, où là, au-delà du contenu, je pense que c'est la forme qui est très importante et potentiellement dangereuse. Parce que les personnes qui suivent ces contenus-là sur sur YouTube, par exemple, ne la suivent pas forcément pour des raisons idéologiques, mais plus pour se divertir, pour s'amuser, parce que mine de rien, les vidéos misent beaucoup là-dessus aussi. C'est-à-dire sur l'humour, sur la mise en forme, sur la mise en scène, etc. Tout ça. Donc là, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus dangereux. Deuxième chose, c'est que sur l'effet des médias, disons, plus traditionnels, il y a tout de même un paradoxe. C'est que depuis quelques années, les médias traditionnels jouent sur le thème de l'outrance, de la confrontation, pour créer ce qu'on appelle des clashs. Parce qu'on sait que les clashs, justement, pour des raisons de divertissement, ça attire une partie de l'audience. Et une partie, mine de rien, assez importante. Alors, vous avez ça d'un côté, et en même temps, ce qu'on sait de l'évolution de la population française, par exemple. On sait, enquête après enquête, que les gens, en moyenne, alors c'est une moyenne évidemment, mais sont plutôt plus tolérants, moins enclins au conflit, au clash, mais plutôt pour le débat, pour l'échange, y compris disons, quelles que soient les lignes idéologiques des personnes, mais ce sont des gens qui sont de plus en plus tolérants d'un point de vue culturel, idéologique, etc. Et donc là, il y a vraiment une dissociation entre le monde des médias et la vie politique telle qu'elle se pratique au jour le jour. Et c'est sans doute ça qui explique l'échec de Zemmour. Zemmour, c'était quoi sa réflexion? C'était de dire, depuis 20 ans, je fais de l'outrance à la télé, je fais du clash, ça marche, je fais de l'audience, je vends des livres, je vais faire la même chose dans le champ politique, ça va marcher. Or, ça n'a pas marché. Et s'il y a quelque chose dont on peut retirer de tout ce qu'on a dit ce soir, c'est que les mouvements d'extrême droite qui réussissent sont plutôt ceux qui se normalisent, pas ceux qui jouent sur l'outrance, pas ceux qui jouent sur la radicalité. Donc ce pari de la radicalité qui est peut-être payant sur les médias, dans les chaînes de Vincent Bolloré, l'est sans doute beaucoup moins dans la vie politique réelle. Vous avez une question? Il faudrait que tu viennes pour... Une question. Oui, bien sûr. C'est le filière. Sur la question en fait des réseaux sociaux et la différenciation avec les médias. Dans les réseaux, il ne faut pas oublier en fait que les réseaux sociaux sont sous la mainmise de libertariens américains, les Zuckerberg et autres, qui dominent en fait ce monde et qui amplifient et qui banalisent, qui normalisent en fait toutes les thèses parfois racistes ou pas, mais bien fascistes bien souvent. Et moi j'ai fait même j'ai fait un test, il se trouve cette semaine, sur les grands logiciels d'intelligence artificielle. J'ai fait 2 tests très simples. J'ai pris Marilyn Monroe, Monica Vitti, 2 grandes actrices, et pour voir à travers leurs photos ce que cela pouvait donner. Finalement, l'intelligence artificielle est incapable de transformer positivement un physique. Quelqu'un qui peut être exceptionnel ou une grande œuvre d'art, elle ne pourra pas être mieux qu'une œuvre d'art, en fait. Il n'y a pas cette capacité de création. Si on met, j'ai testé après, je voulais faire un test basique comme j'ai fait aussi auparavant sur Facebook, une femme nue de dos, censurée immédiatement. Après, j'ai mis la photo d'Hitler. Là, par contre, j'ai eu 50 000 propositions. Et ça, c'est facilité dans tous les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux-là, pourquoi il y a cette censure? Mais parce que c'est aussi un code déontologique, éthique, voulu par ces libertariens américains qui transforment et qui ont permis l'élection de Trump en partie. Mais voilà, il y a cette étude-là aussi qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous, Français, Européens, Asiatiques, on est aussi sous cette mainmise-là
d'une certaine vision de la société, qui est très différente de la nôtre. Peut-être une dernière question. Oui, vous avez souligné le fait que même si on est, je dirais, et la soirée de ce soir, elle est liée notamment aux résultats électoraux récents en Italie, en Suède, un petit peu moins récents, mais plus proches de nous, des élections législatives et de l'entrée de plus de 80 députés RN à l'Assemblée nationale. Donc il y a ça. Mais vous avez bien rappelé que cette évolution, c'est une évolution de fond et qui a déjà 30 ou 40 ans, je dirais, de début et que d'une certaine manière, elle ne se dément pas. Mais c'est vrai que finalement, cette histoire-là, elle nous permet d'évaluer peut-être des hypothèses qu'on pouvait faire et qui se sont d'ailleurs, je crois, en général, révélées assez fausses, même, je dirais, quelques prédictions. Il y en a une, par exemple, que Emmanuel Négrier a évoquée, c'est celle qui pouvait nous amener aux gens plutôt positionnés à gauche que nous sommes. Ils vont prendre le pouvoir, donc de toute façon, ils vont se fracasser, ils sont incompétents, ils vont mener des politiques qui, de toute façon, seront impopulaires, de toute façon, qui seront contraires aux intérêts du peuple qui les auront conduits. Donc, de toute façon, ils échoueront et puis finalement, on pourra reprendre les choses comme elles étaient avant. Et puis voilà. Bon, non, évidemment, on a bien constaté que ce n'était pas le cas. Et entre autres, la position très forte qui est celle aujourd'hui du maire de Béziers sur sa mairie et au-delà l'a montré. Mais il n'y a pas que celle-là. On peut aussi prendre l'exemple de Viktor Orban, qui manifestement est quand même très solidement installé en Hongrie. Et on a quelques inquiétudes sur ce que sera le scrutin brésilien dans quelques mois. Dont on pouvait peut-être espérer que Bolsonaro ne ferait pas un pli. Pour l'instant, c'est quand même assez incertain. Donc, tout ça montre qu'il y avait une prédiction, ce qu'on peut j'appelle une prédiction, qui finalement n'a pas fonctionné. Mais moi, je voulais vous interroger sur une autre prédiction que je vais oser faire, qui est certainement fausse, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus. Et je la fais d'autant que c'est Patrick. Patrick, il a quand même souligné que Giorgia Meloni, elle s'en sort en Italie, mais parce qu'elle n'a pas été au gouvernement auparavant. Et par contre, Salvini, qui lui a été au pouvoir, lui, l'expérience de pouvoir, elle lui a fait très mal. Donc on pourrait se dire que finalement, le fait de, quand on fait des campagnes politiques anti-système et qu'à un moment donné, on intègre le système, d'une certaine manière, on est aspiré et on se dilue dans le système et d'une certaine manière, on est soumis au même destin que ceux que l'on a critiqués. Donc, on pourrait être tenté de ça. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que ça peut fonctionner? Et puis, j'entends une autre, c'est celle qui consiste à se dire que finalement, si l'extrême droite, aujourd'hui, elle conquiert des places en se dédiabolisant, en se banalisant, est-ce que finalement, elle ne va pas devenir la droite? Et puis, après tout, finalement, on reviendra un petit peu comme avant et ça ne sera peut-être pas si grave que ça et que le risque du fascisme, il est un peu fantasmatique. Au moins, comme ça fait une bonne dernière question. Peut-être voilà, Emmanuel, et puis après, peut-être Patrick et Julien. Dites-nous. Alors, donc sur cette question-là, la situation est particulièrement problématique par rapport à une législature où effectivement le Rassemblement national ne sera comptable d'aucune mauvaise décision et pourra surfer sur beaucoup de mécontentements. Et on peut imaginer que cette législature sera pleine de mécontentements. La balle est quand même dans le camp de la gauche pour essayer de tirer parti du mécontentement social et de ne pas donner au Rassemblement national cette position d'écho des colères populaires qu'effectivement est insoutenable. Enfin, si on prend... il y a un débat entre nous, pour ne pas vous le cacher, pas entre nous, mais entre nous, je veux dire, les politistes. Certains politistes ont évalué le programme de Marine Le Pen en 2022 par rapport à celui de 2017 en disant qu'il était finalement presque plus à gauche
En tout cas, il était beaucoup plus à gauche qu'auparavant et qu'il était plus à gauche que la plupart des partis d'extrême droite en Europe. Bon, voilà, c'est ça. Là, on n'est pas d'accord, et c'est précisément parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a une place considérable pour la gauche ou les gauches d'exprimer ça de manière beaucoup plus favorable que le Rassemblement national. Mais néanmoins, c'est pas évident. Alors, c'est d'autant moins évident que si on projette ce qui s'est passé dans la 5e circonscription à l'échelle nationale dans 5 ans, et qu'on n'a pas fait de travail à gauche de réconciliation, ou en tout cas d'assemblage quelconque entre la gauche institutionnelle et la gauche électorale, c'est-à-dire en gros entre Mesquida et Mélenchon, hein. Enfin bon, pour personnaliser, si vous voulez, c'est mal de personnaliser, mais en gros c'est ça l'idée. Eh bien, le Rassemblement national sera au 2e tour. L'alternative, soit pour un électorat Rassemblement national qui aurait progressé, comme on l'a vu, même un peu, mais qui serait également un vote refuge pour des gens qui ne voudraient surtout pas de celui ou de celle qui sera opposé au Rassemblement national et qui considérera finalement que c'est un moindre mal sur la base du second argument que vous avez présenté, c'est-à-dire finalement le Rassemblement national, mais j'en ai plein autour de moi des gens qui votent Rassemblement national, c'est pas des fascistes, et de dire regardez, en fait elle aime les chats, etc. Voilà, il y a toute une série de possibilités d'euphémiser un parti qui a beaucoup moins que d'autres partis d'extrême droite en Europe pas fait son travail de révision idéologique par rapport à son passé et qui assume encore en son sein des courants qui sont très marqués d'extrême droite. Patrick, peut-être? Oui, un ou deux éléments. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des questions qu'il faut être posée, c'est quel avenir pour les droites dites républicaines ou dites conservatrices classiques. Moi, je pense que selon les pays, on assiste à des formes de vampirisation. Le cas français est assez intéressant. LR n'existe que... voilà, et LR n'a que 60 députés, 89... Bon, on dit 89, mais en fait, il y en a 90 ou 91. Bon. Mais dans d'autres pays, on est sur des mêmes logiques, c'est-à-dire que les partis sont, entre guillemets, été gangrénés de l'intérieur et à l'arrivée, on choisit toujours l'original. Bon, et ce qui a été démontré sur l'histoire de Sarkozy en 2007 est assez symptomatique. On a des vases communicants entre 2002, 2007 et ensuite quand ça remonte. Donc là, d'autant plus quand le champ politique ensuite dérive de plus en plus. Parce que si on prend par exemple le cas français avec Macron sur les politiques menées, sur le personnel politique chez Macron, vous prenez Darmanin, quelle est la différence entre Darmanin, le personnel LR et j'allais dire certains du Rassemblement national, j'ai des fois un peu de mal à saisir. Mais il y a ces éléments-là. Et après, le risque. Après, l'autre chose, c'est que ce qui bloque à un moment donné, c'est qu'à partir du moment où le mouvement ou les mouvements d'extrême droite ont été intégrés, que ce qu'on appelle le cordon sanitaire a sauté, c'est-à-dire en bas à peu près partout, il peut y avoir des hauts débats, donc il y a des réalités nationales, mais grosso modo, d'une élection à une autre, ils peuvent baisser, mais ensuite ils vont revenir, ils vont participer dans le cadre de coalitions. La différence, c'est peut-être, et c'est là la singularité, c'est les modes de scrutin qui empêchent certains moments, bon, pour l'instant dans l'Hexagone, mais comme ça a été dit, à un moment donné, on arrive à des points de bascule, et quand il passe à ce point de bascule, il rafle la mise intégralement, et là effectivement, ça devient très très compliqué. Bon, je ne fais pas de dessin sur l'hypothèse ou le risque dans le cas d'une victoire du RN. Dans ces cas-là, ça devient très très compliqué. Mais juste, je voulais insister sur la question parce que je n'en ai pas parlé, sur la question du risque mémoriel par rapport à l'histoire du fascisme dans les pays qui ont connu ces dictatures, entre guillemets. Il y a plusieurs exemples. Pour l'instant, entre guillemets, il est mis en avant le fait que, par exemple, l'Allemagne serait pour l'instant vaccinée, entre guillemets, sans jeu de mots, sur cette affaire-là, et que les risques de rupture du cordon sanitaire entre la droite allemande et l'extrême droite seraient limités. Bon, effectivement, pour l'instant,
Ceci étant dit, il y a des élections locales dans lesquelles l'extrême droite allemande progresse et qu'il y a des ponts qui sont en train d'être établis. Bon. Mais l'AfD allemande, c'est pas Hitler aujourd'hui. Le problème, c'est que l'AfD allemande vient d'un courant qui, au départ, était un courant qui n'était pas... qui était d'une partie de la droite allemande. C'est-à-dire il a basculé rapidement sur un discours anti-immigré, violemment anti-immigration, machin, à l'intérieur d'un mouvement. L'AfD, c'est un mouvement où il y a tous les courants, un peu, y compris des gens très, très extrêmes à droite. Mais quand il y a des parties des droites qui commencent desquelles germent les partis d'extrême droite, vous prenez l'UKIP en Grande-Bretagne, ça vient du mouvement conservateur. Farage, Nigel Farage, maintenant il a disparu, mais vous prenez Vox, ça vient du PP, quoi. Donc en fait, il y a dans certains pays, tout ça émerge des partis conservateurs qui eux-mêmes n'ont pas fait. Voilà, donc tout ça pour dire que je pense que la réponse à la question vient des partis eux-mêmes conservateurs et qui sont, de mon point de vue, en grande difficulté aujourd'hui, quoi. Bon, merci bien. Merci à nos 3 intervenants. Merci d'avoir un peu éclairé ces questions qui sont difficiles, auxquelles il faut vraiment s'atteler pour que ça aille un petit peu mieux, parce qu'il y a du boulot. Merci beaucoup. Et puis, Merci à vous. Donc, on a encore un autre débat la semaine prochaine sur les questions de mobilité. Et puis, on a aussi le traditionnel spectacle de Daniel Villanova qui vient vendredi prochain. Voilà. À très bientôt. Ah oui, il y a des pizzas. Il y a des barres de pizza.